Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Généry, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se tente d'accrocher. C'était prévisible. C'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il faut jouer. C'est là où il faut jouer. Et il va. Et il passe. Et il se touche. Et il s'accroche. Et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Magazine Co. C'est notre 2e épisode de la saison 2024. Et oui, nous sommes à Bahreïn en train de faire la sieste. Il fait ni trop chaud ni trop froid, un peu de vent tout de même. Et autour de moi, Jacques Lafritte, pour parler de tout ça, pour parler du Grand Prix de Bahreïn 2024. Eh bien, on retrouve, quelle surprise, Fernando Gaspacho. Comment vas-tu, Fernando ? Écoute, très bien, Jacques. Bonsoir à tous. J'espère qu'effectivement vous avez bien récupéré de l'énergie durant ce Grand Prix et que vous êtes d'attaque pour ce barbecue. C'est ça, on a fait de la récupération d'énergie sur ce Grand Prix. Autour de nous aussi, Lance Stroll qui est en plein match de Ligue des Champions. Comment ça se passe ? Bonjour, bonsoir. Ça va. Je suis assez serein. D'accord. Disons que normalement, pour que l'équipe adverse aille minimum en prolongation, il faudra qu'elle mette 3 buts, c'est-à-dire limite plus que tout ce qu'elle a mis dans la saison. Donc, okay. Très bien. Ça devrait aller, ça devrait bien se passer. On va pouvoir disserter tranquillement. Ok. Puis autour de nous, 4e larron de ce barbecue F1, Takuma Sado. Mais comment vas-tu aussi, Takuma ? Oh, écoutez, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ça va très très bien, écoutez, prêt à parler de ce Grand Prix de Bahreïn qui était génial. Et oui, déjà, Takuma, alors pas de spoil de la part de Lance, mais que dire sur ce Grand Prix de ce week-end ? On a vu des qualifications, on a vu une course, et puis on a eu l'impression quand même de se retrouver tout de même de nouveau dans la saison 2023, qui avait été écrasée par Red Bull, et en particulier par Max Verstappen, puisque sur ce Grand Prix, sur ce week-end de Bahreïn, c'est Grand Chelem du côté de Max Verstappen. Je vais tout de suite demander à Fernando Gaspacho quand même, effectivement, est-ce que cette saison est bien lancée ? Moi, mon sentiment, c'était des qualifs assez intéressantes, même si oui, c'est Max Verstappen qui avait signé la pole position, puis un Grand Prix quand même assez ultra dominé. Et puis on avait mal au cœur aussi du côté des supporters français à voir ces performances d'Alpine, à la fois en qualification et en course. Oui, comme tu le dis, Jacques, on a eu la dure réalité de voir les Alpines aujourd'hui en fond de grille, sans trop véritablement surprise. Le surcroît, on l'évoquait lors du premier barbecue d'avant-saison, ça s'est confirmé durant ce week-end à Bahreïn. Aujourd'hui, elles sont bonnes dernières, nos Françaises. Il va falloir maigrir durant cette saison 2024, il y a encore du chemin, en espérant que ça puisse se faire. Cela dit, ça maigrit aussi dans les effectifs, puisqu'on a appris durant la fin de ce week-end, on en parlera peut-être, que les 2 directeurs techniques de l'écurie ont tout simplement été limogés, donc qui essayent peut-être un renouvellement à venir. Maintenant, pour revenir sur l'essentiel de ces qualifications avant d'aborder la course, une hiérarchie plus ou moins respectée par rapport à la saison précédente. Notez cependant cette petite disparité entre les pilotes Mercedes, avec un choix de réglage différent entre Lewis et notre ami George Russell. Ça n'a pas payé pour Lewis Hamilton, qui a fini P9, assez surprenant. Eux qui se voyaient titiller les Red Bull, c'est pas vraiment le cas. À l'inverse, on a le record absolu de la piste qui, cela dit, est rouge par Charles Leclerc, mais battu lors de la partie de la Q3 par notre ami Max Verstappen, qui a encore une fois fait un coup de chapeau durant tout ce week-end. Alors attends, juste pour rectifier, tu parles des qualifs ou de la course, parce que P9 pour Hamilton,
C'est pas le résultat de la course, c'est que la course il finit Non, c'est 7ème. les P9 des qualifs. Ouais, c'est ça, effectivement. Des Ouais, qualifs. tout à fait. Ok, mais au final, toi, quand t'as regardé le Grand Prix samedi après-midi, tu t'es allongé avec un coussin, t'as roupié tranquille, ou comment ça s'est passé? Parce que quand même la différence était incroyable du côté de Verstappen, qui a quand même dominé le Grand Prix tout du long. Il a fait quand même pole position, il a fait meilleur tour en course, victoire, et puis il a mené tout le Grand Prix tout le temps avec une avance confortable. Et oui, sans surprise, on le disait, il a posé le coude sur la portière et il est allé tout droit en mettant déjà 1 seconde et demie d'avance dès le premier tour. Je rappelle que cette année, on a raccourci d'un tour l'ouverture du DRS. Malgré ça, ça ne suffit toujours pas pour dire aux autres de les rattraper même après un tour en moins. Donc oui, il y a une écrasante avance de la part de Max Verstappen. Cependant, là où ça devient intéressant, c'est les écarts qui se resserrent entre les concurrents. Et on remarque, j'ai envie de dire, 3 groupes aujourd'hui. Vous avez un groupe Red Bull, Ferrari, un autre groupe avec McLaren, Mercedes, et tout le reste de la grille, qui est un bon paquet quand même, mine de rien. Mais tout le reste aujourd'hui sur 1 seconde, ce qui est déjà notable. Maintenant, effectivement, l'année va être longue si ça continue de la sorte. Ok, Mais je ne me suis pas trop ennuyé puisque personnellement, j'ai trouvé que il y avait eu des bonnes sensations, notamment du côté des rouges. On en reparlera, une bonne forme là-dessus. Mais aussi une petite guéguerre chez nos amis de chez Visa Mastercard de Red Bull. Et Racing Bulls. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'il faut qu'on valide entre nous le nom de cette écurie, mais moi je pense que Racing Bulls c'est pas mal. Racing Bull. Racing Bulls, comme vous voulez. Et toi, Lance, comment as-tu vécu ce week-end de Bahreïn? Alors, pour l'instant, on va pas parler de ce qui est hors piste. Hein. Enfin, quand je dis hors piste, c'est les incidents et le sujet, on va dire Red Bull avec Horner. On a eu aussi quand même ces dernières heures, ces derniers jours, un sujet concernant la FIA et son président. Qui aurait avantagé Alonso, qui aurait voulu torpiller le Grand Prix de Las Vegas, et puis d'autres histoires comme ça. Le sujet Alpine, on le traitera aussi après. On va rester juste sur la course. Toi, comment t'as vécu tout ça? Est-ce que, quand même, je trouve que c'est un peu... Même quand tu regardes le Grand Prix, même en l'occurrence par exemple sur Canal+, eux ils ont envie il se passe des trucs, que ça soit pas toujours comme l'année dernière avec tous les Grands Prix pour Red Bull et pour Max. Même eux ils disent, ils interviewent Ferrari, ils disent on espère que vous allez gagner des courses quoi, parce que c'est vrai que on a envie qu'il y ait un peu de concurrence. Là il a vraiment encore écrasé complètement. On avait parlé de ce sujet sur la dernière émission. On avait parlé de cette Red Bull qui en fait était très différente différente de celle de la saison dernière. Donc avec un pari qui avait été fait et puis au final, encore un pari gagnant en tout cas pour l'instant. Est-ce que on va rendre notre abonnement à Formule 1 et puis on va se mettre à parler de je ne sais pas d'autres choses, Lance? Est-ce que les gens rendaient leur abonnement à la F1 quand Mercedes enchaînait les titres de champion du monde, que Lewis appuyait sur le petit bouton et en mettait et mettait quelques secondes dans la tête des gens? Après, je sais pas, on a l'impression que c'est la domination, l'acceptation de la domination est à géométrie variable. Donc, mais bon, à l'arrivée, oui, pour tout le monde. Et Canal+ est un diffuseur, et n'importe quel diffuseur n'a pas forcément de parti pris sur les acteurs qu'il diffuse. Lui, le diffuseur, il veut du spectacle. Il veut que les gens viennent regarder le format pour lequel je pense qu'il paye assez. Même si je pense qu'un Grand Prix de Formule 1 est toujours moins cher qu'un match de Ligue 1. Alors après, je vous laisse le choix du poison pour la sieste entre les deux. En tout cas, Canal apparemment a choisi parce qu'ils se sont pas positionnés pour les droits de la Ligue 1 l'année prochaine. Enfin bref, disons cela. Oui, on est sur une continuité Red Bull, même sur un concept
complètement nouveau. Là encore, le concept, on ne sait pas si à quel niveau de développement ils sont. Est-ce qu'ils sont à 20%, 30%, 50%? Bon, les premières améliorations, ça sera comme les autres équipes, ça arrivera dans 2-3 grands prix. On sera vite fixé. A priori, cette voiture a quand même au niveau aéro est sensible au vent. Donc pour tout ce qui est réglage, etc. On a quand même entendu des radios avec Max disant que, enfin, ils étaient quand même très surpris de prendre la pole. Oui. Parce que c'est vrai qu'avec les essais et toutes les séances d'essais, ils n'étaient pas forcément convaincus par les réglages. Là, ils ont trouvé le bon réglage. Est-ce que s'il avait fait un petit peu plus chaud comme la saison dernière, est-ce que les écarts se seraient pas aussi resserrés un petit peu? Déjà, est-ce que Leclerc aurait pas pris la pole? Donc, il y avait finalement plein de facteurs. Les choses ont bien convergé vers Red Bull, ce qui fait qu'il gagne encore très logiquement, mais avec largement moins d'écart par rapport à la saison dernière. Faut pas oublier que là, je crois que la saison dernière, Sainz finit la course avec 45 ou 50 secondes de retard sur Max. Et là, il y a la moitié. Donc, avec justement l'amélioration des voitures, la convergence des performances. Alors peut-être que 2024 sera encore teinté de l'hymne hollandais sur pas mal de courses, mais en plus avec le nombre de fins de contrat, je pense que l'année 2025 peut être vraiment très intéressante, juste avant le changement de réglementation, avec là beaucoup plus de batailles en course, avec en plus les écuries, les duos de pilotes complètement rebattus, où on commence à entendre des dingueries, peut-être pour faire partir Horner avec des Jos Verstappen qui enverrait son fils du côté de Mercedes. Enfin je pense qu'on n'est pas prêt sur les dingueries qu'on va entendre ici. Oui, ou là, mais là, ce qu'on voit, c'est que là, tu t'abordes déjà la saison prochaine, alors qu'on est après le premier Grand Prix de cette saison. Takuma, toi, ton avis sur la globalité de ce week-end, c'était intéressant effectivement de voir ce que ça allait donner, de voir les qualifications étaient effectivement disputées. On avait eu quelque chose d'assez serré, avec, comme l'a dit Fernando, au final un meilleur temps en qualification de Charles Leclerc, mais qui lui a pas donné la pole puisqu'il a fait en Q2. Qu'est-ce que toi c'est quoi ton avis général sur tout ça? Moi, mon avis, c'est quand même que au final, on a des choses plus resserrées en qualification, mais avec au final un classement qui est toujours le même si sur la fin de saison dernière, on avait Ferrari qui brillait sur cet exercice. Et puis après en course, là, quand même, excusez-moi, mais on a un doublé Red Bull avec un Sergio Pérez qui a pas vraiment été menacé pendant la course. Il y a même pas eu de fight. Alors déjà, je me permets une petite correction. L'an passé, Max Verstappen l'a emporté avec 12 secondes d'avance sur Pérez. Voilà. Fake news. Voilà. De la justesse, évidemment, c'est très important. Même si, bon, je pense que si au cours de la saison, au cours de la saison passée, vous décryptez tout ce que j'ai dit, à mon avis, il y a quand même un bon paquet de conneries, mais bon, ça, écoutez. C'est le principe même des barbecues. Envoyer de la merguez à gogo. Après, ouais, concernant, en fait, ce Grand Prix, pour moi, bon, il confirme en fait ce qu'on avait un peu vu. Il y a des screens qui tournaient des essais de pré-saison avec les ingénieurs de Red Bull qui étaient tous sourires. On les voyait quand il y avait les premiers temps un peu canon de Verstappen où les gens commençaient à dire OK, ils sont en train de sourire comme ça veut dire que la saison va être longue. Bon, je pense que Verstappen va être dans une cour à part vraiment sur cette saison. On l'a vu sur la course, il est tranquille, etc. Je pense par contre sincèrement que Pérez sera vraiment encore en danger cette saison pour la deuxième place parce que il finit avec que 3 secondes d'avance sur Sainz et j'aurais aimé voir Leclerc avec une voiture à 100% pour voir évidemment avec des scies on coupe du bois, vous connaissez évidemment l'expression, mais c'est vrai que du coup les problèmes de frein font qu'il n'a pas pu se battre à la hauteur de ce qu'il pouvait et encore il finit 4e, ce qui reste quand même Ferrari qui fait 3 et 4, c'est quand même très très bien. Il n'y a pas eu d'erreur au stand, les stratégies étaient bonnes, donc franchement c'est déjà, tu te dis c'est cool de la part de Ferrari. Mercedes, je lis que ils ont eu des problèmes de refroidissement moteur et de RS, donc
s'ils arrivent si au prochain Grand Prix ça va un peu mieux, peut-être qu'ils seront aussi un peu plus près, parce qu'ils sont pas si loin. Je pense que, sincèrement, il va y avoir un groupe Verstappen tout seul, et derrière, à mon avis, tu peux mettre Perez, les Ferrari, les Mercedes, les McLaren, vraiment resserrés dans ce bloc. Parce que les McLaren sont pas si loin que ça, il leur manque un petit truc, mais on a vu que en cours de saison, ils sont capables de développer leur voiture et d'apporter des améliorations. Si Aston Martin pouvait prendre des notes, ça pourrait être bien, parce que eux, apparemment, n'ont toujours pas compris comment faire. Donc on verra cette saison s'ils y arrivent. Donc ça promet au moins une lutte derrière qui peut être intéressante, parce que les voitures ont l'air d'être quand même assez proches. On pourra avoir peut-être du dépassement, etc. Après, je pense que on a bien compris que pour la place qui compte le plus, malheureusement, ce ne sera pas cette saison. C'est dommage, mais après, au moins s'il y a des luttes derrière de partout, bon, au moins ça compense, quoi. Ok. Fernando, je vais te laisser répondre quand même, puisque Takuma, lui, dans sa hiérarchie, il a l'air de faire un peu un gars devant et puis les autres derrière. Toi, tu avais séparé Ferrari par rapport aux autres. En fait, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce week-end Ferrari? Parce qu'on sait qu'il quand même, il mise pas mal cette année avec Vasseur qui est là maintenant depuis quelques temps, avec Sainz qui s'en va, mais qui a quand même besoin de prouver aussi sa valeur, Leclerc aussi, d'une certaine manière. Et là, c'est une hiérarchie avec Sainz 3e et Charles 4e. Et puis aussi, peut-être continuer aussi à parler de Perez qui, certes, finit 2e, mais qui en qualification n'était que 5e, qui a certes moins d'avance, mais bon, les qualifs, ça compte quand même en Formule 1. Les qualifs, ça compte en Formule 1. Et là, ce que je veux rajouter par là, c'est que donc, déjà, il y avait plusieurs objectifs. Un des objectifs, c'était de maintenir la bonne qualité quand même des arrêts depuis la saison dernière chez Ferrari, hormis le loupé de la roue sur un grand... je sais plus quel Grand Prix c'était, bref. C'était de maintenir cette qualité-là. Je rappelle que les 2 arrêts au stand de Leclerc et de Carlos Sainz ont été les plus rapides sur ce Grand Prix ce week-end. Ça, c'est le premier aspect. Donc ça c'est gagné pour ce Grand Prix. Le deuxième aspect, c'est on a un Carlos Sainz solide, qui aujourd'hui a effectivement remonté les couleurs des rouges. Alors, pour l'histoire de Charles Leclerc, il faut savoir que juste avant le départ, les ingénieurs de chez Ferrari ont décelé un souci au niveau d'un déflecteur d'air au niveau du train avant de Charles. Je ne sais plus si c'était le droit ou celui de gauche. Et par précaution, ils ont préféré le remplacer. Ce qui fait qu'en fait, il y a eu une différence sur la refroidissement, d'une des 2 roues. Donc forcément, vous aviez une des roues qui était plus froide par rapport à l'autre qui était en surchauffe, d'où les problèmes de freinage. Pour corriger, pour rentrer un peu dans la technique, il y a eu une balance des freins un peu différente, totalement pétée de ce qu'on pourrait avoir à l'accoutumée, ce qui a permis aussi, quand Charles est arrivé au stand pour changer ses softs par des hards, à retrouver du rythme, à remonter justement à la Mercedes de George Russell, et a réussi sur la fin à se hisser à la 4e place. Et là où je veux en venir, on a failli peut-être doubler Perez, et là je rejoins Takuma Sado, c'est qu'il ne manquait que, je pense, que 3 tours avant qu'il y ait contact réel entre Carlos Sainz et Perez. Juste un point, c'est que les calculs n'étaient pas si bons que ça, puisque il y a de ça 13 tours avant la fin, on envoie un call à Carlos Sainz en lui disant, à partir de ce tour, donc 13 tours avant, la qualité de la dégradation des hards vont être bénéfiques par rapport à celle des softs. Autrement dit, c'est le point de bascule où l'efficience des pneus tendres vont venir s'user plus vite et donc gagner du temps par rapport aux hards. Malheureusement, ce décalage est de 3 tours. Mais effectivement, il y aura un rattrapage pour Carlos Sainz sur Perez. Et si le Grand Prix avait été plus long, ça aurait pu se faire. Donc je pense que c'est une bonne forme pour Ferrari. C'est de bon augure pour la suite. Et qu'il peut y avoir effectivement cette place de numéro 2 de reprise. Maintenant, pourquoi je les sépare de Mercedes et de McLaren? Parce que Mercedes a connu aussi des ennuis techniques. Exactement. Alors, c'est souvent, on va dire, les excuses un peu de Mercedes pour se tirer, on va dire, des arguments pour dire, ben là, c'était la faute de la voiture, on n'a pas pu. Moi, je demande à voir sur le long terme si c'est vraiment le cas. On le saura là déjà pour Jeddah, parce que je rappelle qu'avant ce Grand Prix, il se voyait déjà titiller les Red Bull, ce qui n'est pas le cas. Donc j'attends de voir sur le long terme. Qui voyait ça, qui disait ça? Toto. Ok.
Toto. Lance, une réaction par rapport à ça. On sait que tu détestes Mercedes, donc il faut. Qu'est-ce que t'en pensais? Qu'est-ce que tu as pensé de ça? On a dit que en qualification justement, et Fernando l'a déjà abordé, Hamilton avait annoncé qu'il avait privilégié des réglages courses, et c'est pour ça qu'en qualif il était en 9e place. En course, ça a été compliqué. Visiblement, ils ont un problème de surchauffe moteur. Mais est-ce qu'on peut déjà dire que qu'en fait ils sont en vérité au niveau des Ferrari, ou est-ce que déjà on essaie de faire des grandes théories alors qu'il faut un peu laisser le temps au temps en Formule 1? Bon, faut quand même raison garder, comme dirait l'autre. T'as Russell a quand même bien performé sur la course. Faut pas oublier non plus que Lewis apparemment a cassé son baquet pendant la course. Donc forcément, tu ressens moins la voiture, etc. Donc t'es un petit peu moins performant. Mais c'est vraiment le début de saison. C'est quand même là où Toto peut avoir enfin tout du moins peut avoir le sourire et sent qu'ils peuvent aller titiller Red Bull. C'est que par rapport à la saison dernière, ils étaient tellement nulle part à Bahreïn que là finalement ils sont déjà quelque part. Et donc ce n'est que je pense que c'est pas une méthode couée, mais dans le sens où ils sentent déjà un petit peu mieux la saison que la saison dernière. T'as Lewis qui est assez content de la voiture a priori, alors que la saison dernière on entendait se plaindre quand même de son tracteur. Russell fait le boulot, mais après il y a les déclarations, il y a les actes, donc on va vite voir si les Mercedes sont là dès ce week-end, enfin dès ce week-end, dès après-demain, parce que on est mardi, donc dès jeudi au niveau des essais. La roue tourne. S'ils sont toujours, enfin tout du moins s'ils ont si leurs ambitions sont vraiment bien placées ou si va falloir attendre un petit peu. Et finalement, je suis assez d'accord avec Fernando sur le fait que t'as la Red Bull qui n'est pas encore totalement réglée pour Max, parce que c'est pour ça aussi que Pérez performe un petit peu comme à chaque début de saison. Attendons 4-5 grands prix que la Red Bull se Verstappenise et là finalement c'est finalement ça aussi que les gens ont un peu en tête avec Verstappen, c'est que pour l'instant la voiture est pas encore à sa main et dès qu'elle le sera ça roulera sur la concurrence. Takuma a quand même annoncé que Perez se ferait virer après le Grand Prix d'Autriche qui a lieu le 30 juin 2024. Elle a parié une caisse de champagne. Takuma, ça sera compliqué de parier une caisse de champagne. Je n'en bois pas, donc je peux pas. Ah mais ça t'empêche pas d'en offrir, Takuma. Oh non, démerdez-vous. En tout cas, écoute, je te laisse rajouter, si tu as envie, concernant les trois écuries dont on vient de parler, à savoir Red Bull, Ferrari et Mercedes, mais peut-être après, derrière, parler de McLaren qui a commencé bien mieux sa saison 2024 que sa saison 2023. Et puis, on enchaînera derrière probablement à parler d'Alpine. Pour McLaren, ça va être intéressant de les voir là en Arabie Saoudite, parce que c'est un circuit qui normalement leur va mieux sur leur qualité. Et si déjà on savait qu'ils seraient entre guillemets un peu moins bien sur ce début de saison comme l'an passé, mais déjà ils partent de moins loin. Donc maintenant leur progression, elle peut vraiment être très intéressante. Et s'il arrive plus vite, ça peut rajouter du piment sur toute cette saison. Je pense que oui, sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, McLaren ils peuvent être un gros poil à gratter pour le podium. Je pense pas qu'ils aient des armes pour aller chercher Red Bull, mais Norris et Piastri, je pense sincèrement qu'ils peuvent aller embêter un petit peu devant et être un trouble-fête. En tout cas, je pense que ça peut vraiment donner un Grand Prix intéressant pour tout ce qui concerne autre chose que Max Verstappen. Malheureusement, il faut vraiment qu'on fait une croix dessus. C'est bon, c'est acquis. En espérant évidemment que tout ce qui est extra sportif ne vienne pas
prendre le pas sur la course, puisque là, voilà, c'est une grosse zone de turbulence en ce moment. On verra comment tout va se régler. Mais voilà, j'espère que en tout cas, ça va donner une course qui sera intéressante. Il faut qu'on profite de ce circuit de Jeddah, puisqu'apparemment, à partir de 2027 ou un peu plus, on ira à la route arc-en-ciel de Mario Kart, vu qu'apparemment, c'est le projet des Saoudiens. On a vu les tracés, j'ai pas. Bon, pourquoi pas. Je suis pas au hein, courant, Takuma, est-ce que tu peux en dire plus? Ils vont construire un circuit dans le ciel? Ouais, j'ai vu passer ça ils aussi. ont annoncé, ils ont dévoilé le tracé de leur future course, du futur circuit d'Arabie Saoudite, qui sera à Qiddiya, qui s'appelle le circuit de Qiddiya. Et ça va être un circuit avec un premier virage surélevé à 70 mètres, etc. Enfin bref, ça va être encore une fois un bijou technologique. Et je vous rappelle, n'hésitez pas de faire pipi sous la douche et de trier vos déchets, puisque c'est évidemment de votre faute si le réchauffement climatique arrive. Ce n'est pas du tout ces projets complètement pharaoniques et débilos. Et bisous à Las Vegas, évidemment. Voilà, toujours des projets qu'on adore. Mais bref, oui, ça va être très drôle de voir ce circuit sortir au milieu de nulle part. Mais bon, pour le moment, c'est Jeddah et on verra bien ce que nous réservera ce circuit en espérant qu'il n'y ait pas de mort, puisqu'on rappelle que les murs sont très très près et qu'on n'est pas à l'abri d'un accident très très grave. Ok. Mais c'est clair, là, je suis en train de regarder les images. T'as l'impression que le circuit, ils l'ont installé au milieu de Disneyland, quoi. Mais oui. On reconnaît même une petite montagne artificielle comme le train fou de la mine. C'est c'est particulier, ouais. Je trouve qu'il y a un des visuels qui fait vraiment Mario Kart, et là-dessus, Takuma a raison. Il manque plus que les carapaces rouges et les pots de banane et les pièces à récolter pour que son soit dans le thème. Ok. Mais il y a des trucs, on a limite, je crois que ça va être le premier circuit où on aura un looping, peut-être, pour rejouer, pour faire comme quand on jouait avec les petites voitures, les petites Hot Wheels, là. Est-ce que vous avez les infos techniques concernant la vitesse minimale pour aller faire le looping avec on va dire l'inclinaison minimale et la vitesse minimale pour qu'on puisse voir ça en course? Pas sûr que ça soit homologué. On sait au moins une chose, c'est que l'Alpine, elle passerait pas. C'est ce que j'allais dire, c'est que l'Alpine ne passera pas. C'est comme le salto de Surya Bonali, peut-être que ce sera encore jamais autorisé, cette acrobatie. Fernando, tu parlais d'Alpine, on va peut-être enchaîner directement sur Alpine, et puis après on fera le tour peut-être des autres écuries. Donc effectivement, Alpine qui a eu un peu les résultats catastrophes un peu attendus sur ce week-end à Bahreïn, des qualifications complètement ratées, et puis en course aussi, rien de particulièrement joli à se mettre à observer, sachant qu'ils n'ont pas fini dernier, mais parce qu'ils ont bénéficié des errances d'autres concurrents, sachant qu'on est sur un Grand Prix sur lequel il n'y a eu aucun abandon, quand même, c'est à signaler, mais justement ça leur a permis de ne pas finir complètement dernier. Et puis effectivement derrière on a eu l'annonce de départ du côté de l'écurie. Alors bon, ça laisse un peu pantois quand même cette annonce après le premier Grand Prix, donc justement qui vient sanctionner des résultats catastrophique, on peut le dire, je pense, du côté d'Alpine, puisque l'ambition qui était annoncée, c'était de jouer les premières places, même cette saison 2024 ou 2025, même si bon, on est lucide, on savait que ça n'allait pas arriver. Pour autant, c'était certainement pas d'être tout derrière. Et donc là, ils ont annoncé le départ du directeur technique, directeur aéro, sachant que c'est des gens qui ont travaillé sur la voiture de cette année. On sait que ça met du temps de développer une voiture, donc en fait pour cette année, c'est pas parce qu'ils ont changé ces gens-là que il y aura des miracles à 2024. On est plutôt sur 2025 voire 2026. Donc c'est vraiment compliqué. Quel est ton avis sur la situation d'Alpine? Alpine is the new us. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va être très long pour les Français. Je pense qu'on entendra beaucoup parler cette année du fait qu'ils vont travailler beaucoup et ils vont beaucoup apprendre sur la voiture et que, à mon avis, sur les 2 saisons, donc celle-ci et 2025, ne comptez pas sur un podium des Alpines parce qu'à mon avis, ou alors ils reviennent de loin, mais je n'y crois guère, et que si Alpine reste en Formule 1,
Parce qu'aujourd'hui, la question se pose si Alpine a vraiment envie de rester en Formule 1 quand on voit les résultats de cette année. S'ils ont vraiment envie, alors Luca Di Meo va taper du coup de poing sur la table. Est-ce que c'est lui Il véritablement va carrément qui taper va- du coup de poing sur la table. Hein. C'est qu'il tape Du pas coup de du poing poing sur sur la la table. table. Il en est au coup de C'est poing des sur la coups de table. poing. On en est au coup de poing, Ça là, y va. on défonce tout. Ok. Donc l'idée c'est de voir effectivement si lui est à la manœuvre pour dire bon maintenant on arrête les conneries et on remet des gens sérieux quitte à débaucher parce qu'on sait très bien qu'il y a encore des disparités entre Viry-Châtillon, donc la partie française, et les Anglais à Headstone. Maintenant, il faut que les deux commencent à se mettre d'accord et à parler, ou alors de dire bah, on arrête la partie française et puis on part directement, on met tout à Enstone parce qu'on a tous les ingénieurs, il y a Mercedes, il y a McLaren et on fait un pôle commun, on bosse là-bas. Mais je pense que pour les 2 saisons, ça va être compliqué pour Alpine et qu'ils ont, comment dire en bon franc-comtois, meilleur temps de se concentrer sur la nouvelle réglementation qui va arriver en 2026 pour mettre toutes les chances de leur côté et développer une voiture qui puisse aujourd'hui pas jouer les titres, mais au moins de se rapprocher, on va dire, de la partie supérieure du tableau. Ok. Donc au final, bon, c'est presque synchronisé avec ce changement de réglementation à venir en 2026. Rappelle pas mal de changements. Sachant qu'on sait que Alpine, en dehors de cette voiture cette année qui est mal née, comme on peut dire, ils ont aussi ce problème de moteur qui est, en théorie, leur donne 15% de moins de performance que les autres écuries et qui est figé. Donc on avait eu des rumeurs l'année dernière, de la saison dernière, sur une possibilité où ils allaient tous se mettre d'accord pour qu'Alpine ait le droit de corriger leur erreur. Et puis il y avait surtout Famin qui avait dit non, c'est pas nous qui avons demandé ça. Bon, au final, on n'entend plus parler de cette histoire. Lance, je vais te laisser réagir quand même concernant cette situation d'Alpine. Fernando évoquait presque le fait que on pouvait se poser la question de l'engagement sur le moyen terme du groupe Renault, auquel appartient Alpine, parce que la situation est vraiment très difficile du côté d'Alpine. Moi, je dirais... on parle justement de cet effet de cliquer entre faire du changement de personne sur le directeur technique, directeur aéro, les mettre en place une nouvelle organisation, et tout ça est censé porter ses fruits dans au moins, il faut attendre au moins 1 an. Est-ce qu'on peut pas imaginer aussi, si on va un peu dans le fond de l'explication des difficultés d'Alpine, en fait il y a une sorte depuis le départ d'Abitbull, et si on laisse encore l'héritage d'Abitbull sur la saison d'après où ils ont remporté cette victoire avec Ocon et il y avait encore Alonso qui avait fait un podium, est-ce qu'on peut pas penser que justement il y a Rossi qui est arrivé et bon, on va pas non plus tout lui mettre sur le dos, mais en fait depuis qu'il est arrivé, lui il a tout cassé et il se retrouve saison après saison, c'est la déchéance, il se retrouve dans cette situation là, sachant que on n'a pas abordé ça, enfin on en a un peu parlé aussi, les pilotes ils sont en fin de contrat à la fin de la saison. C'est pas évident. Lance. C'est là que tu vois que finalement, en plus, avec des équipes un peu plus réduites, et je parle de manière globale avec le budget de cap, les équipes, etc., c'est devenu quelque chose, un équilibre très fragile au final. Donc il suffit pas grand-chose pour que ça parte à volo. Et alors moi j'avais pas forcément en tête limite la guerre ouverte entre Viry et Enstone, les différences de traitement entre les équipes, même les différences de traitement par les médias, parce que Sky Angleterre apparemment tire à boulet rouge sur Viry, et inversement la presse française a plutôt tendance à dire que c'est la faute d'Enstone si Alpine se développe pas bien. Enfin, t'as quand même ce truc, cet aigle bicéphale. Les deux têtes sont malades, quoi. Donc, à défaut d'en couper une, je sais pas si ça serait la bonne solution. Cette voiture, elle est mal née. Quand on entend les pilotes, alors est-ce que c'est de la méthode Coué encore une fois, je sais pas, parce que tu prends Gasly, il a l'air de dire oui, la voiture a 11 kilos de trop. Donc 11 kilos, on est à peu près sur du 3 à 4 dixièmes au tour. Donc il disait, regardez, déjà, le jour où on perd les 11 kilos, on gagnera déjà 3 à 4 dixièmes. Ouais, enfin, je sais pas si c'est aussi simple, la Formule 1. Enfin, t'as quand même un peu autre chose. C'est-à-dire que t'as les équilibres sur la voiture. Il y a des choses qui changent aussi.
Quant à la modification du moteur, tu penses vraiment que Haas, Sauber, etc., les mecs, ils auraient accepté que Alpine, on les aide, et nous alors, quand la voiture, on n'a pas de thunes pour développer de l'aéro sur l'année, vous changez la réglementation pour nous en nous donnant des sous supplémentaires ou du CFD et de la soufflerie gratos. Non, mais bref, après, pour moi, le comparatif, il y avait eu une infographie qui était extrêmement révélatrice de ce qui se passait chez Alpine, c'est que ils faisaient le comparatif entre les performances de 2024 par rapport aux performances de 2026. Parce qu'au final, il n'y a pas de changement. Donc au final, c'est les gens qui proposent une nouvelle voiture ou des améliorations fortes sur leur modèle. Et en fait, l'écurie qui avait le moins progressé, c'était mais largement Alpine. Ils ont genre progressé de 2 dixièmes, alors que les autres, c'est les derniers en progression. Alors que les autres, bon, évidemment, on a du McLaren qui a largement progressé puisqu'ils étaient quasiment un peu dans la même situation qu'Alpine. Mais Alpine, ils n'ont pas progressé entre la saison 2023 et la saison 2024 sur justement, en théorie, c'est censé être ce chemin-là qu'il faut prendre. Donc après, ils peuvent perdre des kilos, effectivement, mais après, cette voiture, elle est manée. C'est soit tu fais comme t'es capable de faire comme Mercedes l'année dernière, où le concept zéro ponton n'a pas fonctionné, et donc t'as réussi à quasiment recréer une voiture à mi-saison pour essayer de repartir de l'avant et peut-être préparer déjà la saison d'après. Je pense que Alpine, ils sont à ce niveau-là, mais je pense pas qu'ils aient les ingénieurs de Mercedes pour pouvoir le faire. En tout cas, c'est très compliqué. T'as quand même l'impression que 2024 est déjà jeté à la poubelle, voire même les gars, à la limite. Qu'est-ce qu'il va dire? Attention, comme ça, mettez vos ceintures. Si vous nous écoutez en conduisant, faites attention. Il va dire quelque chose. Vous avez, il y a plein vous terminez dernier, comme ça, vous avez de la CFD et de la soufflerie en plus pour développer la voiture. Hein. Enfin, à la limite, c'est en NBA, on appelle ça tanker. Oui. Donc, est-ce que finalement, est-ce qu'il y aurait pas un bon gros tank d'Alpine où tu essayes de faire quelque chose sur 2025 en attendant 2026 pour repartir sur la nouvelle réglementation. Mais en tout cas, les pilotes, eux, sont fin de contrat à la fin de l'année. Tu leur annonces ça, c'est-à-dire que tu as peut-être 2 ans de galère. Alors, sauf si tu as vraiment la dalle et que il te faut absolument un volant et qu'on t'as rien trouvé de mieux. Je ferai pas de parallèle graveleux qui pourrait venir en tête, mais là, en plus, avec cette voiture-là, Esteban et Pierrot, ils vont pas forcément se montrer sur leur bon jour. Et pour essayer de récupérer un autre baquet qu'Alpine, ça va être compliqué aussi. Donc, ouais, à voir. C'est vrai que là, pour le coup, alors peut-être qu'on est, en tout cas pour ma part, un peu trop catastrophiste pour Alpine. Mais en tout cas, moi, je vois rien. Il y a des raisons de l'être. Qui pourrait s'améliorer sur cette saison, quoi. Non, mais il y a déjà qu'ils investissent dans une soufflerie. Ça pourrait être déjà pas mal. Non, mais après, en effet, ça peut être pas mal. Parce que je rappelle, F1 manager, en général, vaut mieux investir dans une soufflerie. Mais... Parce que je rappelle un des points que tu évoquais tout à l'heure, c'est que Cyril Abitboul réclamait, quand il était chez Renault, à ce que justement la soufflerie soit remise à niveau, puisque toutes les autres écuries adverses avaient massivement, investi là-dedans en parallèle du simulateur, là où ça sent le roussi avait dit non, on va arrêter la soufflerie, puis on va investir dans un simulateur, vous verrez, il sera prêt pour la réglementation de 2022. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que vous avez le résultat cette année, en 2024, vous avez une voiture qui fait 11 kilos trop lourde. D'ailleurs, je comprends pas, il va falloir m'expliquer, comment aujourd'hui toutes les écuries travaillent sur de la réduction de poids, et on arrive, nous, à faire une voiture qui fait 11 kilos de trop. Takuma. Le carbone, c'est trop cher. Takuma, on sait que... On a utilisé de la bonne grosse fonte bien lourde. Ok.
Takuma, on sait que Alpine t'a contacté, Alpine t'a proposé des choses, mais toi tu veux rester toujours indépendant, c'est ça, t'es comme ça. Est-ce que t'as des choses à ajouter concernant Alpine? Voilà, moi j'ai parlé du fait qu'il y avait cet héritage de Rossi en fait qui continue qui semble-t-il continue de dérégler la mécanique. Fernando parlait d'une soufflerie pas au haut niveau. Après, on a pu voir quand même les errances de Mercedes sur leur concept zéro ponton, donc ça n'empêche pas non plus. Voilà. Est-ce que t'as un avis sur tout ça, ou est-ce que écoute, en effet, ils m'ont appelé, mais je les ai redirigés vers quelqu'un, un bon ami, un certain Michael A, un Américain, qui, je pense, serait très intéressé pour reprendre le spot d'Alpine. Non, là, c'est pas possible de. Enfin, moi, ça me brise le cœur de les voir comme ça. Bon. Même, le pire étant, c'est que tu vois As qui est dans le peloton des équipes qui peuvent espérer faire quelque chose si jamais sur un. Et Alpine, même pas, tu te dis ça, tu te dis bah non, ils sont nuls. Là, ils sont pas derniers techniquement parce que tu as Logan Sargent, je sais même plus pourquoi il est à 2 tours, je sais plus ce qu'il fait dans la course. Je crois qu'il y a un moment. Il me semble que c'est un problème de volant. Et au final, il a raté un virage, il est resté bloqué le temps qu'il a perdu une minute. En fait. C'est même plus que ça. T'as la Williams qui est quasiment devenue folle avec. Ils lui ont changé le volant. T'as d'un seul coup, il y a eu une répartition différente, je crois, des freins où t'as limite la bagnole qui a freiné toute seule. C'est comme les mecs qui racontaient avec le régulateur de vitesse ou qui se bloquaient sur l'autoroute, quoi. C'était un petit peu du même acabit. C'est Vladimir Poutine qui a voulu prendre le contrôle du Grand Prix. Ils sont pas derniers parce qu'il y a Sargent et Bottas parce que ils lui ont fait une petite Monaco, je sais plus quelle année. Oui, c'est ça. Avec l'arrêt au stand de 58 secondes. Bon, là au moins l'arrêt au stand était moins long qu'à Monaco, parce qu'à Monaco il était pas reparti avec Mercedes à l'époque. Mais enfin, ils sont nulle part, quoi. Ils sont nulle part. C'est même pas, ils ont eu de la malchance, machin. Ils sont nulle part. Et c'est terrible. Et là, c'est l'Arabie Saoudite où c'est un circuit où c'est beaucoup de virages à moyenne et grande vitesse, avec le paquebot qu'ils ont et leur moteur qui a un déficit de puissance. Ça va être horrible à voir. Franchement, ça va être triste. Je suis assez d'accord. Il faudrait être clair. Et ça fera mal à l'ego des gens, à mon avis, mais de dire. Bah ouais, cette saison elle est foutue et l'an prochain, entre guillemets, on s'en fout et on annonce, ok, bah ouais, on va passer pour des cons pendant 2 ans. Bon bah As, ça fait 6 ans, ils s'en sont remis, hein. Preuve en est, ils ont l'air là sur ce Grand Prix, c'était pas si mauvais. Bon, voilà, bon bah t'annonces, ok, pendant 2 saisons ça va être terrible. Quitte à ce que la saison prochaine tu fasses monter 2 rookies, tu dis bon bah de toute façon, on s'en fout. La saison prochaine, on va être au fond. On est sur la saison 2026. Gasly et Ocon, ils en ont plein le dos de conduire une charrette, donc ils sont partis vers d'autres horizons. Tu fais monter des gens, tu prends des gens qui auront envie de bien faire. Tu les fais travailler pendant 1 an avec une voiture, tant pis. Et après 2026, tu repars sur un truc où c'est un peu meilleur. Parce que là, je vois pas. Enfin, c'est pas nouveau en plus que leur voiture elle est lourde. L'an passé déjà, il y avait des soucis à peu près pour tout le monde, qui avait des problèmes de poids, etc. Et t'as l'impression que eux, ils vont pas. Apparemment, ils sont pas allés là-dedans. Ils se sont dit tiens, peut-être que ça pourrait être intéressant. Non, ils se sont dit bah non, on va enlever de la peinture, ça va être cool. Mais c'est pas juste la peinture, hein, le poids. Hein. Il y a d'autres choses dedans dans une voiture. Mais bon, enfin, je suis énervé parce que j'aurais envie de voir devant Alpine gagner avec Ocon et Gasly. On serait tellement fiers, évidemment. Mais putain, c'est les tracteurs, c'est Massey Ferguson, c'est terrible, quoi. Non, après, on a quand même indiqué que les écarts étaient assez resserrés, mais en fait la hiérarchie reste la même et j'ai l'impression que saison après saison c'est pareil. C'est déjà la saison dernière on parlait d'écarts serrés en qualification, mais on avait au final des classements qui étaient toujours les mêmes. Cette année c'est pareil, on dit c'est serré, sauf qu'au final les Alpines elles sont au niveau classement très loin et puis on les sent impuissantes. Et puis on voit aussi quand même saison après saison une forme de dégradation, en tout cas un écart de plus en plus important entre les objectifs annoncés et la réalité sur la piste. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Alpine ou on va passer à un peu ce que vous avez envie de raconter sur les autres écuries sur ce Grand Prix? On a vu les Racing Bulls avec des petites tensions, voire des grosses tensions, Tsunoda, Ricciardo.
On a vu une As doubler une Alpine. Ça a fait encore plus mal que ce que ça faisait déjà mal du côté des Français. On a vu du côté d'Aston Martin un Alonso qui finit péniblement 9e avec un Stroll 10e dans les points quand même. Fernando. Bah oui, je vais rebondir sur le dernier point que tu évoques avec la longue agonie de Fernando Alonso sur ses pneus où je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait rentrer beaucoup plus tôt. Bon alors effectivement après il a pu remonter sur quelques places. On a vu d'ailleurs un bon rythme de remontée de sa part, mais ça a été dur pour lui de systématiquement le voir doubler avec des trains de pneus qui ont effectivement duré. Je dirais plus longtemps que les autres, mais au prix de combien de places perdues. Donc ça, c'est un peu dommage. Il voulait peut-être aller mettre Stroll devant lui. Oui, parce qu'on a encore sur une rivalité où le chèque compte beaucoup, donc il faut garder le fils à papa devant. Tu as raison. Non, mais il y a une résonance quand même. On peut le voir aussi avec, par exemple, Ricciardo, qu'on veut mettre devant Tsunoda alors qu'il n'y a même pas de points en jeu. Non, mais mais ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui font que on a envie de voir un Ricciardo prendre la place de Pérez. Dans la presse, c'est toujours pareil. C'est toujours bien de dire que on a Sourirman qui revient là où il était, il y a quelques saisons. Là où je rebondis sur ce que tu disais, et je suis désolé, mais il a pas fait mieux. Non, il a fait moins bien. Il a pas fait mieux, Ricciardo. Donc à un moment donné, je suis désolé, mais il est légitimement Tsunoda, il est mécontent, c'est un peu normal. Je veux dire, vous laissez la place et à côté de ça, votre coéquipier, il est même pas foutu de faire mieux que vous. Ben oui, c'est rageant. Après, là où par contre je ne l'excuse pas, c'est on va dire les actions un peu immatures qu'il aurait pu avoir en fin de course, où il lui fait un freinage plongeant, un dive dans le jargon, et un petit coup de volant bien placé comment dire, le tour de décélération pour lui faire comprendre qu'il n'était pas content. Donc, si l'un des deux se bat aujourd'hui pour récupérer la place chez Red Bull, ben, Yuki Tsunoda, c'est pas effectivement en faisant ça qu'il va prouver qu'il pourra avoir les têtes et reins solides pour faire la concurrence auprès de Verstappen. Donc voilà, mais les deux ne le valent pas. Enfin, moi, je trouvais que c'était un peu. Oui, non, mais après, mon il point faut de vue, rappeler. c'est que ni l'un ni l'autre ne vaut le coup. Oui, mais d'autant plus que on a un Tsunoda qui a battu son coéquipier en qualification, et c'était fréquemment le cas déjà la saison dernière. Donc c'est là où effectivement Ricciardo il tient son rang globalement, où ça fonctionne, mais c'est pas, il est battu par son coéquipier en fait. Lance, quelque chose à ajouter concernant les autres écuries? Il y avait quand même quelques points sur l'attente pour Alonso. Enfin, finalement, la stratégie, ils ont poussé au maximum parce qu'ils attendaient la safety car. Et c'est vrai que probabilité de safety car au départ de la course à Bahreïn, c'est 80%. Donc finalement, t'avais un petit peu ce truc-là. Et c'est vrai que si une safety car arrivait, c'était tout bonus et Fernando finissait beaucoup plus haut. Donc à l'arrivée, ils ont fait un pari. Malheureusement pour eux, c'est pas passé. C'est la vie, ma bonne dame, comme dirait l'autre. Pour Ricciardo, il y a aussi la faute à pas de chance parce que t'as Tsunoda qui met du temps à laisser passer Ricciardo. Une fois qu'il passe, t'as Max Verstappen qui arrive. Ils doivent le laisser passer, donc ils perdent 2 secondes. Et finalement, quand Ricciardo commence à regagner du temps, etc., bah ces softs ne sont plus performants. T'as parlé tout à l'heure justement du croisement entre la performance soft et la performance des hard qui s'est croisée sur la fin. Et ça, il manquait pas grand-chose pour repasser. Et c'est que de la part de Tsunoda, cette stratégie a été élaborée avant la course. Tout le monde était au courant. Donc que Tsunoda fasse son caca nerveux et fasse une radio comme ça, c'est juste incompréhensible en fait. Vu que le monsieur était au courant de ce qui allait se passer. Bah, c'est vrai qu'il. Donc là, c'est la crise d'adolescence. Tsunoda, il a l'air de faire le surpris et de faire son. Est-ce que dans le dernier tour, voyant qu'ils allaient pas passer,
Ricciardo, de manière intelligente, aurait laissé repasser Tsunoda, finalement, ça tuait dans l'œuf toute polémique entre les deux. Et voilà, on a essayé, il y avait la stratégie, mais après, il faut de l'intelligence des deux côtés aussi. Vu en plus, il n'y a pas de points Il n'y en a pas de jeu, points. Et rien puis du tout. Ricardo, il avait quand même 2 voitures à passer pour se mettre 3 voitures à Voilà, passer pour se donc, mettre dans les points. Il fallait qu'il passe devant donc Magnussen, voilà, devant Joe et devant Stroll, sachant que Stroll, c'était pas possible. Donc, enfin, Donc c'est pour ça a manqué de tact et d'intelligence de tous les côtés. Et dans ce cas-là, dans ce genre de situation, personne ne ressort grandi. Ok. C'est dommage. Takuma, t'as envie d'ajouter quelque chose ou c'est bon, on va parler de la qualification du PSG en quart de finale ou pas? Non, c'était juste pour dire qu'ils m'ont bien fait rire. Bizaka, Chap, Feralgan, Sodebo, Panzani, Lustucru, Racing Bulls, McDonald's Rosso maintenant. Minardi. En nouveau, c'est McDonald's. Ah pardon, McDonald's en plus. Non, ils me font mourir de rire. Et c'est là, quand même, qu'on retrouve la Ferrari Touch, puisqu'on rappelle que le nouveau chef de chez Racing Bull, c'est Laurent Mekies, qui amène sa patte déjà de ses années d'expérience. C'est une très belle gestion. Non, mais si déjà au bout d'un Grand Prix, Yuki Tsunoda, il veut faire des plongeons suicides comme s'il était sur un lobby des F24, ça va être compliqué, hein. Va falloir. Alors on sait que c'est un nerveux, Tsunoda, on ne découvre pas. Mais il est quand même, c'est chaud quand même. Enfin, qu'il ait les boules, qu'on lui dise de le laisser passer, machin. Bon, ok, soit c'est déjà arrivé X fois. Bon, tu prends sur toi, t'attends, tu fais le débrief d'après. Bon, tu gueules un bon coup, mais au moins c'est enfermé, c'est en vase clos. Je pense que le nombre de réunions pilotes, ingénieurs qui se sont passés après la course où il y a eu des soufflantes de XY parce qu'ils n'étaient pas contents, bon, bah ça s'est passé. Bon, bah voilà, c'est la course. Mais là, c'est ridicule. Et en plus, voilà, c'est pour une 13e place. Mais enfin, potentiellement 12e en passant l'ogre. Justement, quand ça n'a pas de sens, c'est aussi une question de principe. C'est quand il n'y avait aucun gain et qu'ils le font quand même, ou un gain avec une probabilité de 1%, tu peux justement, tu te dis, mais à quoi bon? Il y aurait eu quelque chose sur la table, tu te dirais, bon, je comprends la démarche, là, il y a pas de compréhension. Enfin bon, ça c'est mais ouais, sinon, alors la course était complètement anonyme de sa part, mais bon, Guan Yuzu qui fait 11e avec sa kick sober bic steak bleu marque en tête. J'ai plus de marque en tête, c'est terrible ce running gag, il est si vite essoufflé. Mais Charal, vu que c'est des steaks. Oui, steak, oui, Charal, Bigard, bien sûr, et tout le tintouin. Non, mais voilà, bon, je pense que Guan Yu Zhou, il fait partie des noms qui pourraient sauter en cours de saison. Je pense qu'il y a lui, il y a Perez, il y a Sargent. Ce sont les trois, à mon avis, qui pourraient potentiellement être mis de côté si les performances sont pas là. Il fait 11e, alors il est pas dans les points, donc bon, bah, c'est dommage, mais au moins c'est prometteur avec leur bagnole sponsorisée par Zerator, c'est quand même plutôt bien. Mais on verra donc en Arabie Saoudite et Tsunoda, il pourrait pas sauter s'il continue à avoir ce. Alors, si ça tenait qu'à moi, les deux de Racing Bulls, ils dégagent. Parce que pour moi, Ricciardo, comme disait Fernando, il est là parce que au niveau marketing, il est souriant, il est drôle, tout le monde l'aime bien, machin, super et tout. Mais c'est vrai que malheureusement son temps est passé. Alors il est pas du niveau de Sargent, mais bon, pour le moment c'est compliqué. Il a pas le truc qui fait que. Et Tsunoda, Tsunoda, je pense qu'il a atteint son plafond malheureusement et que en plus son comportement est pas des plus optimums. Et quand on connaît la magnifique verve de Œil de Verre, on n'est pas à l'abri d'avoir une sortie sur les Japonais et autre chose d'ici quelques temps. Voilà, on le connaît. Donc bon, voilà. Oui, c'est sûr que Tsunoda, il pourrait dégager. Ce serait pas déconnant non plus. Ok. Fernando, tu voulais ajouter quelque chose sur cette situation? Oui, je voulais ajouter un point notamment sur Guan Yu Zhou où je suis pas totalement d'accord dans la mesure où à plusieurs reprises la saison dernière il s'est quand même montré suffisamment devant par rapport à Valtteri Bottas
Bon, là, sur ce Grand Prix, le pauvre a joué de malchance, notamment sur le contact au départ et cet arrêt au stand monstrueusement long où on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas changé leur aileron vu le temps que ça a pris. Donc forcément, ils ont laissé un truc tout pourri, donc ça fait des résultats tout pourris. Maintenant, honnêtement, je pense que non, je pense qu'il faut regarder. Aujourd'hui, ils sont à leur place aujourd'hui. Il n'y a pas eu de réelle évolution de la hiérarchie les concernant par rapport à la saison dernière. Ils sont toujours un petit peu à la bataille avec les Aston. Donc moi, je demande à voir ce que ça donne. Mais lui, par rapport à son coéquipier, il est quand même, je trouve, plus de fois devant Valtteri Bottas que l'inverse. À l'inverse, je me poserais même de la question du devenir de Valtteri Bottas en F1. Ok. Non, je suis assez d'accord. Bon, on va écouter les 5 infos inutiles de la semaine, et puis je pense qu'on aura des choses à dire. On va peut-être revenir sur ce qui se passe hors circuit pendant quelques minutes. So box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. L'arrêt au stand de Valtteri en 2024 était plus long que son tour de pôle du circuit de Sakir en 2020. 53 secondes 3 contre 52,4. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19-20 en Normandie. Flash info, nos 2 pilotes normands ont décidé de rendre hommage à notre émission pour ses premières qualifs de l'année. Papy Adrian, lui tout seul, est juste en train de faire la nique à 200 ingénieurs aéro allemands. Petite liste des hymnes que nous n'entendrons pas cette année, ni sur le podium, ni en avant-course. L'hymne polonais, l'hymne indonésien, l'hymne malaisien, et bien sûr l'hymne français. Et pour finir, petit coup de gueule. Ouais, je sais, je démarre tôt dans la saison. Vous pouvez pas nous foutre la pep sur la saison 2025 ? Depuis que Lewis a annoncé son départ, c'est un putain de bordel et j'en ai déjà marre alors que la saison commence à peine. Laissez au moins la première moitié de 2024 passer et ensuite on en reparle. Mais là, à part nous emmerder avec une saison qui n'est même pas encore dans les papiers des ingés, il ne se passe rien d'autre. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Et ouais, Sébastien Vittel qui ne marche pas ses mots, on l'a déjà dit, hein, effectivement, on parle beaucoup, on a commencé notre premier barbecue de la saison, on va parler beaucoup de la saison 2025 avec ce mercato des pilotes, on en a moins parlé sur cette émission-là, mais peut-être faire le tour sur ce qui se passe hors piste. Alors je vais aborder justement le fait que du côté Red Bull, on pensait que l'incident avec Horner, l'affaire Horner, alors on connaît pas les détails et je pense que c'est pas l'objet ici de parler de ce qui se passe exactement, mais on pensait que c'était un peu clos, en tout cas le samedi, et puis finalement ça a été relancé parce qu'on a eu visiblement une position du clan Verstappen qui déclare quasiment qu'ils veulent qu'ils partent, ou qu'en tout cas c'est plus possible de continuer avec. On sait pas ce qui va se passer. Est-ce que on peut imaginer que ça menace les performances du côté Red Bull? Moi, je dirais spontanément que vu l'avantage qu'ils ont avec la voiture pour toute cette année, pour toute cette saison, voire la saison prochaine, puisque les concepts vont rester, à mon avis, pas radicalement différents en attendant le changement de réglementation, est-ce qu'on peut penser que du côté Red Bull, il va vraiment se passer quelque chose? Et puis on parlait aussi effectivement de ce départ de Verstappen, poussé par on ne sait qui, on ne sait quoi, et lui-même on n'en sait fichtre rien. Du côté Mercedes, comme la rumeur semble monter sur X, ex-Twitter, qu'en penses-tu, Lens? De toute façon, ouais, ça fuse un petit peu, mais déjà racheter le contrat de Verstappen, alors je crois que c'est 2026 ou 2028, je sais plus son contrat, au père Verstappen. Donc bon, déjà lui racheter le contrat, ça serait quand même assez costaud, parce que Jos Verstappen il est sympa, mais à un moment il y a des contrats qui sont là et c'est pas forcément pour rien. Oui, c'est un moyen de mettre la pression du côté de Red Bull, mais on va dire que Horner n'a pas la pression que du clan Verstappen et de Helmut Marko, etc., qui a laissé traîner le Google Drive, à mon avis, un petit peu partout. Apparemment, tout le monde l'a reçu, mais il n'est pas arrivé jusque chez Radio Merguez, apparemment, sauf si Jacques l'a eu et nous en a pas fait profiter, hein, je ne sais pas. Le conseil Radio Merguez a dit nous a demandé de pas diffuser les informations.
Donc, mais en fait, le gros souci pour Red Bull et même pour Horner, c'est que c'est le genre de choses que tu sois coupable ou non, les Américains n'aiment pas. Et Ford est une marque américaine. Donc, c'est le genre de choses qui sont quand même très très valeurs aux États-Unis. Donc, c'est le genre de choses quand tu affiches toi dans ton entreprise des valeurs où tu promeus la différence, l'égalité homme-femme, ce genre de choses, ce que normalement toute bonne entreprise doit faire. T'es pas forcément heureux de voir ton nom associé à ce genre de scandale. Et donc, je pense que pour Horner, là où ses fesses pourraient vraiment chauffer, c'est si Ford dit, lui, vous me le dégagez. Et dans ce cas-là, il sauterait, les Verstappen seraient contents, du moins le padré, et même t'as eu le PDG de Red Bull, vraiment Red Bull, la boisson, quoi, le groupe Red Bull, qui s'en est aussi un petit peu mêlé. Donc, la probabilité de voir Horner rester à son poste pendant encore quelques mois, c'est pas très très élevé. Mais comme tu le disais, je pense que même Binotto, patron de Red Bull, ça continue à gagner, quoi. Donc, j'ai dit Binotto pour pas dire une chèvre, mais tu vois, c'est du même acabit, quoi. Donc la voiture fonctionne bien, les ingés sont là, le pilote principal est là. Ok. Ça roulera. Peut-être que ça peut être différent. Là, je vais me faire taper dessus par Sébastien, mais c'est l'année prochaine ou l'année d'après. Où là, ça peut avoir un impact. Ok. Takuma, est-ce que tu as envie d'ajouter ou de parler de ça? Moi, juste, j'ajouterais quand même un truc qui est au-delà de savoir qu'est-ce que contient toute cette histoire. Moi, ce qui m'a dérangé ce week-end, c'était que au final, on a l'impression qu'on parle plus des à côté que de l'affaire en tant que telle. Au final, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, même s'il y a le drive qui, comme vous le dites, a circulé. On parle de tout ça, puis on voit une sorte de mise en scène assez maladroite, je trouve. En tout cas, on se dit que la femme d'Horner, c'est un peu la potiche qui est présentée pour donner. C'est une campagne de communication, donc on ne sait pas si c'est à la fois House of Cards ou autre chose comme ça, mais ça fait un peu la femme objet potiche. Et moi, tout ça m'a mis un peu mal à l'aise que Horner soit innocent ou coupable. Soutient officiellement son mari. C'était quand même. Tu as l'esprit mal placé. Et puis j'ai même eu le sentiment que du côté des journalistes, on parlait du fait que Horner se faisait. Il y avait quelqu'un qui lui en voulait, et que c'est pour ça que ça en arrivait là. Bon voilà, tout ça m'a gêné. Est-ce que tu as des choses sur ce sujet à ajouter, Takuma? Bon, 2-3 choses. Déjà, je peux pas m'empêcher de penser à Google Drive to Survive. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, par rapport aux infos de notre cher Sébastien, si jamais la FOM, la FIA pouvait ramener Sepang au calendrier plutôt que de nous foudre un circuit urbain dégueulasse à Madrid ou 74 Grands Prix aux États-Unis, parce que Sepang est un super Grand Prix, donc comme ça on aurait l'hymne malais ou malaisien, je sais jamais quel est l'adjectif qui compte. D'ailleurs, j'ai vu que dans la news que l'Arabie Saoudite voudrait garder Jeddah. Ils voudraient avoir donc 2 Grands Prix à partir de 2027. Bah, ils veulent ramener la Turquie aussi. Faisons des saisons à 30 Grands Prix, allons-y. De toute façon, on n'est plus à ça près. Tuons les ingénieurs et les pilotes, mais réduisons les coûts, bien sûr. Non, après, pour l'histoire Red Bull, le drive a fuité. Je pense qu'il est trouvable, parce que pas mal de gens ont eu accès à des screens, etc. Bon, si c'est un vrai drive avec des vraies pièces, bon bah Christian Horner est un abruti. Bon bah ça voilà. Après, un abruti dans une corporation qui est connue pour employer des gens racistes qui ont des proches qui ont tabassé leur femme, bon bah finalement ça fait le quartier quintet plus, parce qu'on n'oublie pas, Jos Verstappen, très beau personnage aussi, on a tendance à pas trop l'évoquer, il monte au créneau, oui, Horner machin, mais il faut qu'il balaye devant sa porte, le père, parce que c'est quand même une sacrée raclure. Enfin, bref. Les gens en ont marre de la suprématie Red Bull parce que Red Bull est une entreprise affreuse. Les gens en avaient moins marre de Mercedes parce que Mercedes, ils étaient forts, mais il y avait un côté cool, parce que Toto Wolff, il arrive, il parle français avec le petit accent allemand, donc il est un peu marrant. Puis Hamilton, il a ce capital sympathique quand même qui se dégage par rapport
un Verstappen qui a un peu cette tête à claque, très arrogant, etc. Et par rapport à tout ce que peut y avoir autour du giron Red Bull, qui est assez insupportable, le fait que t'épuises les pilotes, que les déclarations, les machins et tout. C'est pour ça aussi, pour revenir à ce qu'on disait tout au début de l'épisode, vous voyez que finalement tout est écrit, à barbecue F1. En effet. C'est que c'est pour ça que les gens, on en a déjà marre de l'hégémonie. C'est parce que, en fait, personne n'a envie de voir une telle écurie gagner en boucle parce qu'ils sont insupportables. Ferrari, tu as le côté romantique, tu peux t'accommoder du fait qu'ils gagnent parce que c'est Ferrari. Mercedes, ils avaient construit leur image, il y avait tout qui faisait que, ok, c'est Mercedes, mais bon, bah ok, ils sont trop forts, bravo à eux, ok, c'est super. Red Bull, ils sont juste pas. C'est le vilain de l'histoire. C'est le bad guy de l'histoire. Et c'est pour ça que les gens en veulent pas. Et pour finir avec toutes ces histoires, machin, moi j'ai envie que ça se règle vite, quoi. J'ai pas envie qu'on ait 24 courses ou à chaque course. Oui, alors machin a appris qu'en fait, finalement, et truc, et bidule, et en fait, Verstappen. Réglez-moi ça maintenant. Soit Horner s'en va, soit Verstappen s'en va. Faites une déclat, que ça pète un bon coup et qu'on n'en parle plus et qu'on se concentre sur la course. Bon, voilà, c'est Non, bien mais sympa, 5 minutes, moi je suis à peu près sur la même longueur d'onde. En tout cas, je pense que Fernando donnerait cher pour qu'on puisse voir si on se lasserait ou pas d'une domination outrageuse de la Scuderia. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ces sujets un peu difficiles, Fernando? Pour compléter ce que tu disais, c'est que je pense que Max Verstappen en lui-même, il s'en tape royalement. Lui, c'est une machine. Il avait déjà accordé lors d'une réaction auprès de je ne sais plus, je crois que c'est la Sky d'ailleurs, que pour lui, ce qui comptait, c'est que ça soit vite résolu, puisqu'il y avait encore une longue saison et que, par conséquent, qu'il soit chez Red Bull ou chez une autre écurie, je pense que c'est pas sa principale préoccupation. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner des titres et rien que ça. Maintenant, là où il y a plutôt une influence, c'est du côté du papa et du clan du papa qui fait effectivement tout pour écarter Horner. Ça, c'est pour la partie Max Verstappen et il se profile déjà des Madame Irma sur les réseaux sociaux en copiant-collant Photoshop sur des combinaisons Mercedes en disant vous en pensez quoi, est-ce que ça pourrait le faire, etc. Bon, ça, seul l'avenir nous le dira. Les actions passées ne présagent pas des actions futures. Maintenant, je rappelle un point, et ça a été effectivement souligné par Sébastien. Depuis le début de la saison, on ne parle pas de la saison. On parle de la saison prochaine. On parle de tout ce qu'il y a autour de la saison. C'est-à-dire, on parle des affaires, effectivement, d'Horner. On parle des récentes affaires de Mohamed Belsoulman, le patron de la FIA, qui aurait à 2 reprises, on va dire, fait de l'ingérence sur son statut, à la fois sur la certification du Grand Prix de Las Vegas et sur une hypothétique sanction à l'encontre de Fernando Alonso. Et j'ai envie de dire, avec ça, on rajoute une petite couche de « et si il était intervenu au moment de la victoire de Verstappen avec Mercedes ?» Quid? Donc ça, ça pourrait faire l'effet d'une bombe. Maintenant, honnêtement, et là, je rejoins totalement, pour finir, le coup de gueule de Takuma Sato, parlons F1, parlons sport. C'est ça qu'on veut. C'est vraiment, enfin, nous, en tant que passionnés, c'est vraiment ça qu'on veut. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça que le public veut aussi? Le public veut du sang aussi. Voilà. Et en fait, le gros souci, et on en est les premiers responsables, et même quel que soit le sport, c'est que quand tu as quelque chose qui domine, où tu as finalement la finalité sportive n'existe plus parce que tu as quelqu'un qui domine, tu te concentres sur les affaires. On le voit en France avec Paris. Tu t'intéresses pas trop au football, tu t'intéresses surtout aux affaires. Mais s'il y a une ligne éditoriale au niveau médiatique, si nous, on ne cliquait pas sur les articles, si on n'allait pas voir, etc., ils regardent les stats de vision des choses, enfin de comment sont appréciés entre guillemets, ou tout du moins ce qui intéresse les gens. Et finalement, ils donnent à manger ce que les gens veulent. Okay.
Ok, Et finalement, la production Radio Merguez est-ce qu'on ne aussi- mettra on pas, dit ne aussi mettra ça. pas de hashtag Drive to Drive ou de hashtag Horner à Halliwell ou de hashtag machin pour sur les réseaux pour communiquer sur cette émission. même Drive to Survive, j'ai jamais vu une saison. J'entends juste en parler les gens qui regardent les saisons. Et cette saison de Drive to Survive est aussi différente de celle d'avant. Apparemment, elle est c'est sur autre chose. C'est beaucoup plus en inside parce que sur les courses en elles-mêmes, c'est pas forcément extrêmement intéressant. Donc ils sont allés chercher d'autres biais où tu essayes de voir ce qui se passe plus en intérieur, en inside. Ça devient finalement plus un documentaire. Oui, mais qu'autre chose. Donc, tant que Drive to Survive fait pas les saisons précédentes, c'est-à-dire inventer des faux dramas et faire du montage complètement catastrophe, moi je trouve que l'idée est bonne. Et il paraît que cette saison va vraiment vers quelque chose de mieux par rapport aux saisons précédentes où c'était mais n'importe quoi, où ça allait vraiment on crée du drama pour du drama et on met des effets et des machins. Moi j'ai arrêté à partir du moment où ils ont voulu créer une fausse rivalité entre Carlos Sainz et Lando Norris en mode on peut pas se piffrer machin alors que les deux s'adorent et que Carlando c'était le truc que tout le monde adorait et qu'ils se sont barrés. Sainz est parti de McLaren en bon terme et tout. Et l'épisode tu le vois, tu fais mais les gars mais arrêtez, personne n'y croit en fait, arrêtez de vouloir créer quelque chose qui n'existe pas. Pareil sur la victoire de Gasly, le montage il est atroce. Enfin, tu te dis, mais vous avez un seul taf et en plus vous le faites mal, posez-vous des questions, je sais pas. Parce que toi, tu connais les gens qui connaissent pas finalement un peu les relations à la Formule 1, ils vont prendre ça au premier degré et ils vont y croire. Mais tout à fait. Justement, je trouve. Non, mais c'est ce que dit Lens, c'est qu'au final, c'est toi, tu suis et tu sais de quoi il s'agit. Mais après, en fait, en regardant les saisons de Drive to Survive, tu salues presque l'exploit d'avoir réussi à créer du narratif qui n'existe pas et de donner une sorte de palpitant à quelque chose, si ce n'était en fait complètement dérisoire et faux. Fernando. Oui, et est-ce que ça serait pas là aussi le problème de la F1 et de ce sport, où aujourd'hui, comme il n'y a pas de rivalité, il faut trouver un sujet à côté pour pouvoir broder ce qu'il y a en Formule 1. Oui. Le sujet, il est là. Si aujourd'hui la F1 travaille de manière coordonnée sur retravailler des pénalités qui soient applicables pour tous les grands prix, quel que soit le pilote. Si la F1 travaille sur un règlement technique qui permettrait une véritable rivalité sur toutes les courses et les écuries, qui est une véritable bataille devant, je pense qu'aujourd'hui, ces sujets dont on parle, ils seraient même pas là. Et moi, je suis totalement d'accord de dire et de ne absolument pas relayer ces informations sur les réseaux sociaux pour n'en pas en faire le crédit. Oui, après, au niveau rivalité, quand même, on peut imaginer on peut considérer que la saison qui a abouti à la victoire de Verstappen, alors certes, effectivement, il y a eu un problème sur cette gestion des pénalités, sur les règlements, etc. Mais c'était une saison ultra palpitante de bout en bout pour la Formule 1. Donc il n'y a pas besoin de fabriquer des événements là-dedans. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné que de par le manquement de la FIA de travailler sur ces sujets-là, on va ailleurs. Et je pense que si la FIA se concentrait véritablement sur son sport, il n'y aurait pas ces sujets. Ok. Non, mais c'est une bonne déclaration, mais je pense qu'on va quand même passer au pronostic du prochain Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et puis, on va peut-être faire aussi le point sur ce qui avait été annoncé du côté Barbecue F1 sur Radio Magazine Co. sur ce dernier Grand Prix de Bahreïn. Est-ce que nous avions eu de bons pronostics? Nous allons voir ça tout de suite. Lens, c'est quoi ton prono pour l'Arabie Saoudite? Bizarrement, je vais dire Max Verstappen premier. Pérez 2 et Leclerc 3. Là, tu vois, je pense que la cote est à 1,05. Non, mais il faut quand même annoncer que toi, tu avais dit, pour être clair. J'avais fait de la même heure. Moi, j'avais mis Leclerc et. Tu avais annoncé une victoire de Verstappen avec un Leclerc en 2 et un Hamilton en 3. C'est pas non plus horrible. Non. Takuma. Peut-être qu'un jour, si je suis sous l'effet de la drogue ou de l'alcool, je dirais Gasly P2, mais non, là, je sais pas si c'est ça, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui est en train de me séquestrer chez moi. C'est un cri à l'aide. Hein.
Donc, ça sera mon mot de passe. D'accord, mais Takuma, lui, il avait annoncé Verstappen, Leclerc, Perez. Est-ce qu'on est dans la même vision pour l'Arabie J'ai envie Saoudite de tenter quelque chose pour ce Grand Prix, pour être très honnête. Et je vais partir sur... Bon, alors pas sur le premier Verstappen, hein, je regarde Verstappen, je suis pas non plus fou. Mais j'ai envie de partir sur un podium Verstappen, Leclerc, Norris. En effet. Je crois au fait que les McLaren seront performantes sur cette course, donc voilà. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour voir que Lando Norris aura fait 7e. À chaque fois, chacun s'imagine être le chat noir de tout ça. Fernando, lui, avait annoncé quand même 2 Ferrari sur le podium. Au final, on n'a pas vu ça, mais c'était pas si loin. Parce qu'il avait annoncé Verstappen, Leclerc, Sainz. Il y a Perez qui s'est immiscé et puis Sainz qui a fini devant son coéquipier. Fernando, l'Arabie Saoudite, est-ce que ça va bénéficier aux Ferrari? Il y a une bonne charge aéro sur la voiture, il y a très peu de dégradation parce que là-bas on est sur une piste neuve, donc ça va être de l'enrobé relativement lisse. Il devrait faire plus chaud aussi. Il devrait faire plus chaud, donc je te dirais Verstappen. En 2 Leclerc, en 3 Perez. Toujours pas fan de Sainz. Hein. Véritablement, j'ai hésité à refaire le même prono que précédemment. Maintenant, je me dis non, je vais rester là-dessus. Moi, je vais faire comme le loto, faut pas changer ses numéros d'une fois à l'autre. Non. Ouais, il y a un doctorat en statistique de la part de Lance Stroll. Moi, j'annonce Verstappen, Leclerc, Sainz. Qu'est-ce que j'avais dit moi sur le Grand Prix précédent? J'avais dit Verstappen, Perez, Leclerc. Ouais, effectivement, mais moi j'avais aussi dit que ça serait une année peut-être un peu difficile pour Leclerc avec cette pression du septuple champion du monde qui lui arrive et qui commence à lui souffler dans le cou, et Sainz qui s'en va, qui lui doit prouver des choses. Ça peut être une saison compliquée pour lui. Bon, mais les gars, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Dernier tour de table. Sur ça, mais je pense qu'on a fait un bon tour quand même. Hein. On a bien duré sur un Grand Prix qui n'a quand même pas été inoubliable, sans s'apesantir sur les à côté. C'est bon les gars? Non. On ferme le barbecue là, on éteint tout ça et puis on le prépare, on commence à le préparer pour. Attends, je te vois lever le doigt, Fernando. Ouais, une petite note quand même d'une autre écurie française, mais dans une autre discipline dont on ne parle pas, mais qui... Non, pas le rugby à 7. Quoique, je crois que la marque est même le sponsor principal du Stade Toulousain, donc je veux parler de Peugeot, qui en endurance, effectivement, a malheureusement bien commencé, mais n'a pas bien terminé. Donc c'était un petit focus de nos amis peugeotistes qui ont disputé au Qatar leur première manche de la saison en endurance. Donc on avait bien commencé puisqu'on avait été 2e. Un petit temps, on avait pris le lead sur la course, mais malheureusement, suite à des erreurs et des non-respects de règlement, en fait, la voiture 93 a été tout simplement disqualifiée. Vive la France! C'est pas le même scénario qu'Alpine, mais voilà. Donc c'était ce petit focus, voilà, sur la compétition en endurance. Et personne n'a compris. Le 93 est stigmatisé partout. C'est moche. Et puis, juste avant que tu termines officiellement, je tiens à rappeler que pour les amateurs de 2 roues, il y a le MotoGP qui démarre avec comment il s'appelle, notre Fabio Quartararo, qui ne sera pas champion du monde, hein, puisqu'apparemment il est toujours sur une charrette cette année. Ça va être terrible. Donc voilà, mais ça promet quand même des courses très intéressantes. Une charrette à 2 roues. C'est pas évident. Il n'est pas chez Alpine, hein. Il est pas chez Alpine. Si t'es italien ou espagnol, tu peux te régaler cette saison. Exactement. Allez, et sur ces belles paroles, on va se souhaiter ciao et rendez-vous la semaine prochaine. Salut, ciao. Après l'Arabie Saoudite. Ciao les gars.